Vive la crise financière! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la crise financière, notamment de 2008. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, chômage, faillite, délocalisation, bourse qui dégringole et ruine d'épargnants au prix de l'immobilier en baisse. Voici en fait quelques conséquences de la crise financière de 2008 que l'on a tous connue et qui n'a pas été la seule dans l'histoire, puisque je pense notamment donc également à la crise de 29, la crise de 1929. Alors si bien sûr il se cache des drames derrière cette crise de 2008, pardon, notamment ceux que je viens de vous citer, du côté des investisseurs, eh bien cela devient le paradis. Même si cela peut choquer beaucoup de monde, comme je viens de le faire au début, les crises financières sont les meilleurs moments pour les investisseurs et là où on fait les meilleures affaires. Et c'est pour ça que j'ai dit vive la crise financière. On va donc voir dans cette vidéo notamment deux cas qui vous montreront pourquoi, quand on est investisseur comme moi, eh bien la crise est une opportunité. On va d'abord commencer donc par l'immobilier, puisqu'il faut savoir que la crise de 2008, pardon, que la crise de 2008 en fait a aussi été appelée crise des subprimes. En fait, les subprimes qui à l'époque étaient très utilisés aux États-Unis et qui sont censés être interdits aujourd'hui, en fait, sont des emprunts immobiliers qui sont contractés par des personnes pour acheter un bien immobilier. Comme vous pouvez acheter, quand vous achetez par exemple une résidence principale, eh bien, vous contractez un bien immobilier. Les Américains faisaient la même chose, sauf qu'on les appelait les subprimes, puisqu'en fait, ils étaient un petit peu particuliers. Puisque ces emprunts étaient à taux variable, ce qu'on peut trouver également en France, mais là ils étaient variables à une période donnée et les mensualités étaient réajustées selon le taux d'intérêt. Ce qui fait que quand les taux ont fortement augmenté, quand les taux américains ont fortement augmenté en 2006, ça a engendré que beaucoup de primo-accédants en fait ne pouvaient plus payer leur mensualité d'emprunt et ont fini donc en fait par se faire expulser. Donc ça a commencé en fait 2 ans avant la crise financière que l'on connaît en 2008. Et à terme, eh bien en fait en 2008, les banques se sont donc retrouvées en très grosse difficulté donc au bout de 2 ans. Et une très grosse banque américaine en fait a fini par faire faillite, ce qui a aggravé la situation. Et se sont retrouvés avec des dizaines de milliers de maisons vides et à vendre, puisque expulsés de leurs propriétaires. Puisqu'effectivement, comme ici en France, quand vous payez plus votre mensualité d'emprunt en tant que propriétaire, eh bien vous risquez l'expulsion tout simplement, et la banque récupère votre maison et doit la revendre pour pouvoir récupérer un maximum d'argent du bien immobilier qu'elle vous a donné, et vous, si bien sûr elle couvre pas, si la vente de la maison ne couvre pas la fin de l'emprunt, vous devez encore continuer à payer ensuite. Donc là, puisque il y a eu plusieurs dizaines de milliers de maisons vides qui se sont retrouvées à vendre, l'offre a donc été très supérieure à la demande et les prix de l'immobilier aux États-Unis se sont effondrés et ont fait chuter le prix des maisons. Donc vous imaginez bien que les investisseurs ont flairé le bon coup, rachetant des maisons à prix cassé pour les louer ou les revendre avec une plus-value substantielle. Alors quand je parle racheter des maisons à prix cassé, on parle de maisons correctes, donc des maisons un petit peu à l'américaine, vous savez, où vous avez le jardin sans haie au départ, vous avez des maisons qui ont 2, 3, 4, 5 chambres, où vous pouviez les retrouver à 5 000, 10 000, 20 000 euros à l'époque, et que si effectivement les investisseurs rachetaient ces maisons, pouvaient les revendre 50 000, 60 000 euros, ce qui leur faisait faire, vous imaginez, plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value, et encore, quand ils les revendaient à 50 000, 60 000 euros, c'était 2-3 fois en dessous du prix de l'immobilier avant la crise de 2008. Donc vous imaginez donc en fait les plus-values qu'ils faisaient, et alors qu'ils le revendaient à des prix cassés les maisons. Mais comme ils avaient acheté à des prix pour une bouchée de pain, forcément ils continuaient à gagner de l'argent même s'ils la revendaient très peu cher. Ensuite, des investisseurs ont donc pu se bâtir en fait de gros patrimoines immobiliers s'ils ont acheté des maisons et qu'ils les louaient,
ou en profitant de la crise financière. Donc vous voyez pourquoi je vous parlais qu'effectivement, eh bien, les investisseurs eh bien, profitent des crises financières pour pouvoir s'enrichir. Eh bien, vous en avez l'exemple là avec l'immobilier. Ensuite, je vais prendre l'exemple de la bourse, puisque quand la crise financière de 2008 a éclaté, eh bien, les cours de bourse des banques ont commencé à s'effondrer, et suivi dans son sillage par toutes les autres sociétés cotées en bourse. Donc là, on ne parle pas qu'aux États-Unis, on parle également en France et partout dans le monde. Je vais vous dire sincèrement, ce fut un massacre. Hein, voilà, il y a des cours de bourse qui ont été divisés par deux en très peu de temps, et des fois on perdait, enfin du moins les cours perdaient 10% dans la journée. Hein, donc voilà, donc ce fut un massacre. Hein, c'est pour ça que je dis que c'était un massacre. Donc les boursicoteurs, eux qui n'y connaissent rien, et bien en fait ils ont été paniqués en voyant ça, donc ils ont revendu leurs actions pour éviter de perdre encore plus d'argent, ce qu'il ne faut jamais faire, car tant que vous n'avez pas vendu vos actions, et bien vous n'avez rien perdu. Effectivement, si vous achetez une action qui coûte 100 euros, si après la crise de 2008 elle vaut 10 euros, tant que vous ne l'avez pas revendue, elle vaut peut-être 10 euros, mais elle ne vous a rien coûté, elle ne vous a rien rapporté, puisque bah, vous l'avez toujours. Donc tant que vous l'avez, elle ne vous a rien perdu. Et après la crise, elle peut revenir à 100 euros sans trop de soucis, ou en tout cas remonter largement petit à petit et revenir à ces taux, à vos niveaux de cours d'achat, c'est-à-dire 100 euros. Donc, de nombreuses sociétés ont vu donc leur cours de bourse divisé par deux, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a entraîné d'excellentes affaires pour les investisseurs, puisque si on vous propose à vous la même action à 10 euros alors que elle valait 20 euros au cours normal une semaine avant, eh bien vous n'allez pas dire non. C'est comme si on vous proposait acheter une maison qui vaut 100 000 euros, et que demain, il y a une crise et qu'on vous dit, bah non, en fait, je la vends 50 000 euros. Vous imaginez bien que vous dites, mais attends, c'est super, je vais acheter une maison qui vaut 50 000 euros alors qu'elle en vaut déjà 100 000. Donc voilà. Et donc vous pouvez faire que des bonnes affaires. Alors des petits comme des gros investisseurs en bourse ont acheté de gros paquets d'actions pendant la crise à des prix bradés qu'ils ont pu ensuite revendre tranquillement quelques mois plus tard, une fois qu'elles auront commencé à remonter, faisant une sacrée culbute entre le prix d'achat et le prix de vente, ou en se permettant également de garnir généreusement leur portefeuille d'actions, leur permettant de toucher aujourd'hui de gros dividendes avec de gros rendements à la clé. J'avais pris également un exemple là-dessus, l'exemple de Warren Buffett, qui avait notamment acheté pendant la crise financière de gros paquets d'argent d'une banque américaine qui se cassait la figure et qui était quasiment en faillite. Je vous mets le lien dans la vidéo, donc en cliquant sur le bandeau qui va apparaître, eh bien, vous allez pouvoir accéder à cette vidéo que je parlais donc sur Warren Buffett. Ensuite, nous traverserons forcément encore des crises, donc après celle de 1929 et après celle de 2008, plus ou moins fortes. Hein, effectivement, que ce soit la crise de 29 et la crise de 2008, ça a été des crises fortes, mais vous en aurez d'autres qui seront peut-être moins fortes, ou peut-être plus fortes, ou de même valeur. Ce sera forcément le cas, ça c'est sûr. Mais maintenant, regardez une crise avec un œil d'investisseur. Vous verrez alors de nombreuses opportunités s'ouvrir à vous que beaucoup d'êtres humains ne verront pas, tellement fixés sur le désarroi de cette crise. Effectivement, il faut arrêter de paniquer et arrêter de voir les mauvaises choses partout lorsqu'il y a une crise financière. On voit effectivement le chômage, on voit effectivement les faillites, certes, les délocalisations, certes, c'est très malheureux pour les gens qui perdent leur travail, mais il faut penser que si ces gens-là avaient préparé avant également mieux leur situation financière, eh bien, ils auraient pu amortir le choc mais malheureusement, ils ne le savent pas, ce qui fait que, eh bien, ils sont les victimes directes de ces crises. Alors, si vous ne voulez pas en être victime, eh bien, regardez ces crises comme un œil d'investisseur et profitez-en avant qu'effectivement vous en soyez victime si vous ne le faites pas. Ou alors, si vous en avez déjà été victime, vous comprendrez
ce que je veux dire par là. Donc voilà concernant cette vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'investissement, ma sélection de livres sur, ma sélection de livres en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord avec moi concernant cette crise financière. Est-ce que ou est-ce que vous voyez ça d'un œil d'investisseur déjà, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que effectivement vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous avez également le droit de le dire, voilà, et il n'y a pas de souci. Ensuite, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, ou pour me remercier de tous les contenus gratuits que je vous donne. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent enfin découvrir leur œil d'investisseur et puissent l'être plutôt que de devenir victime de ces crises financières. Et bien, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.